Et enfin, je vais passer à vos questions et essayer d'y répondre autant que possible. S'il y en a certains qui veulent poser des questions à haute voix, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de répondre à quelqu'un qui nous parle, même si c'est juste une voix plutôt qu'un mur qui nous parle pas. Faire répondre à un mur qui me parle. Je vais reprendre les questions, mais je crois que la majorité ont été, il y a eu des réponses. Le zéro ne décrit-il pas un cercle vide tout simplement de Playerlight? Bah, finalement, on est toujours dans le même doute. On ne sait pas d'où vient le zéro. Alors, zéro peut être un cercle vide, mais tout est permis. Tout doute est permis et voilà, on n'a pas de de, mmh, d'assurance de quoi que ce soit a priori jusqu'à aujourd'hui. Comment savoir si les fondamentaux mathématiques viennent des Arabes ou des Grecs ou d'ailleurs? Bah, alors, en fait, a priori, on a plusieurs doutes, heu, encore, hein, ce fameux doute, mais il se pourrait qu'on tous l'aient un peu inventé à leur manière ou que certains l'aient pris à d'autres. En fait, on avait, on avait à cette époque l'envie, souvent de ne pas trop en dévoiler sur nos recherches et on peut imaginer que chacun ont un peu développé tous ces concepts de leur côté et qu'on a fini par arriver à un consensus à la fin et c'est ce qui est là aujourd'hui, ce qui est en place. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question sur les fondamentaux, mais voilà, si on veut savoir «d'où ça vient» entre guillemets, bah, on va chercher lequel on arrive à dater le plus loin. Le problème, c'est que, comme on l'a vu, la date, elle est pas toujours, fiable à 100. Ou alors on va essayer de voir l'origine de ce qui a pu se passer, les mots, le vocabulaire et cetera et voir d'où ça peut provenir. Mais ça ressemble, principalement à des spéculations que que des affirmations. Ils sont basés sur des fondamentaux d'avant, je sais pas à quoi tu réagissais. Ah oui, c'est que OK, d'accord. C'est qu'on t'a répondu à cet instant-là. Maxime, à un moment, tu dit: «On néglige le bord du vase», je c'était par rapport au vase de Darius? En fait, j'avais posé pour m'amuser une petite question qui était de compter en utilisant les caractères, enfin les chiffres, ou plutôt dans ce cas-là, les nombres babyloniens, le nombre de roses qu'on pourrait mettre dans le vase de Darius. Et Ah oui, j'ai vu passer cette question, ouais. toute réponse devait être, argumentée en vers. D'accord. C'est un défi, c'est un défi marrant, j'aime bien ce défi, hein. C'est Je ouais. le lance officiellement, hein, à celui qui veut s'amuser à ça. Heu, ouais, il gagnera pas grand-chose, hein, mais celui qui veut s'amuser à ça, moi, ça me fait marrer, j'adore. Je vais prendre la suite des questions. Blablabla, blablabla. Comment ça se fait que c'est si difficile de dater le manuscrit au carbone 14? Pourquoi ça donne des dates différentes? Parce qu'en fait, ce manuscrit a été écrit sur différentes, pages qui ne proviennent pas toutes d'une écorce de la même période. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est complètement fou, en fait, dans ce truc, c'est que ça ressemble à à un regroupement qui s'est fait dans le temps et comme son auteur est inconnu, on ne sait pas si c'est un auteur, plusieurs, si c'est on sait pas et on se demande même et c'est là que c'est très controversé comme manuscrit. On se demande même s'il ne s'agit pas simplement d'une copie et on a pris des trucs anciens, donc des pages anciennes, pour, que la datation soit faite ainsi, mais qu'il s'agirait d'une copie d'un autre manuscrit et on aurait voulu «s'attribuer le truc» entre guillemets en le copiant sur des trucs qui seraient plus anciens. Voilà, a priori, c'est les différentes controverses qui existent autour de ce manuscrit et c'est pour ça que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas et on s'en sortira jamais. Enfin jamais, si on le retrouve, «intégralement» entre guillemets et qu'on arrive à tout dater, mais on sera jamais sûr du fait que c'est une copie ou non, a priori. Si je me trompe pas, tu as évoqué les paradoxes de 0 puissance 0. Je l'ai pas évoqué volontairement, mais en effet, je j'ai hésité à le faire. C'est-à-dire vous dire, en effet, a priori, 0 puissance un nombre, ça vaut 0 et puis un nombre puissance 0 vaut 1. Donc que vaut 0 puissance 0? Selon la définition qu'on prend, il pourrait valoir 0 ou 1. C'est le paradoxe dont parle Giram Liqua et
Et en fait, selon le contexte, la réponse la plus plausible diverge, mais il me semble, je n'ai plus les affirmations absolument mathématiques en tête, mais il me semble que mathématiquement, on arrive à une idée arrêtée là-dessus. Et voilà, en fait, a priori, mathématiquement, quand on étudie des trucs, il me semble qu'on arrive majoritairement à 1. Il me semble qu'on arrive majoritairement à 1. Et moi, je conseille la vidéo que je vais vous donner tout de suite. Attendez. Qui est très intéressante. Cette vidéo-là. Qui traite aussi de ce problème-là et qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressante. Oui, elle est en anglais par contre. Elle est en anglais, mais honnêtement, il parle de manière très distincte et c'est très clair, très facile. Mais voilà, il me semble que le consensus général, c'est qu'on va prendre 1 par convention et parce que ça nous arrange dans la majorité des cas. Ouais, oui, oui, on entend souvent 1 parce que c'est ce qui est utilisé majoritairement. Hein. Mais ça a du sens aussi de se dire que 0 puissance 0, 0 puissance quelque chose, ça fait 0, donc il n'y a pas de raison que ça fasse 1. Pourquoi 1 Parce que quelque chose puissance 0, ça fait 1. Voilà. En fait, on a l'argument dans les deux sens, mais non, il faut étudier un peu les limites et tu peux faire tendre des trucs vers 0 puissance 0 et tu verras que ça a tendance à tendre vers 1, de manière générale. Regardez la vidéo d'Eddie Wu, là, et vous verrez que dans ce qu'il fait, on a tendance à tendre vers 1 très, très, très facilement. Et comme le dit Quentin, la meilleure réponse, c'est par convention et malheureusement, on n'a pas, je crois, de réponse absolue à cette question et on ne l'aura jamais. C'est pour ça que le 0, c'est incroyable. Hein. Non, Antoine, mais tu fais tendre que la puissance. Je sais plus comment c'est fait, il y a longtemps que je me suis pas renseigné là-dessus. Mais allez voir les vidéos, il le fait très bien. Un espace temporel pour te poser une question personnelle. Ok. Je t'écoute, je t'écoute. Est-ce que t'es... Alors si tu vois à quoi ça correspond, est-ce que t'es plutôt réaliste ou anti-réaliste d'un point de vue scientifique? Je ne vois pas à quoi ça correspond, mais si tu En arrives à me gros, l'expliquer rapidement, je peux répondre. j'ai peur de dire des conneries. Euh, Est-ce que tu considères que, bon, à travers la physique, ok, mais les mathématiques seraient le langage de l'univers et décriraient le réel? Ou est-ce que tu considères qu'elles décrivent nos interactions avec le réel? Elles arrivent à formaliser nos interactions avec le réel? Peu importe la réponse que je donne, je vais me faire taper dessus par certaines personnes. Là. Non, Voilà. c'est une vision des choses. C'est pas, Je crois que c'est- dans tes deux définitions, on considère les maths comme quelque chose d'absolument. Enfin, qui définirait et qui décrirait forcément le je monde dans vais, lequel on vit, de manière ou d'une autre. ben, comment dire? C'est en tout cas les maths telles que utilisées dans la physique quand tu trouves des informations assez précises qui sont vérifiées par l'expérience. Dans ce contexte-là, elles semblent donner quelque chose qui, au minimum, tient un peu du réel. Tu vois, permet d'accéder à une. Oui, oui, oui. Tu vois, C'est-à-dire qu'a priori, on traduit quand même des phénomènes qui sont réels. après, est-ce que en gros ça décrit le réel ou selon toi, mais du coup c'est quelque chose de très personnel. C'est pour ça, c'est pas une réponse. Alors, Je m'attends pas à ce que tu me dises une vérité, tu vois. ouais, ouais, d'accord. Mais alors, je vais te répondre. Pour moi, les maths permettent de décrire un idéal plus qu'un le réel. Disons qu'on est sur un idéal de ce qui pourrait se passer, ce qui peut se passer dans un cas qui se passe bien, entre guillemets. Je pense qu'il y a trop de paramètres annexes qui font qu'on puisse affirmer qu'on décrit, comme tu le dis, l'intégralité de ce qui se passe. Je sais pas si ça Et- répond correctement à ta question, mais oui, bah je crois qu'on est sur un entre-deux, en fait. ouais, mais cet entre-deux-là pousserait à dire que tu tendrais plutôt vers l'antiréalisme scientifique.
Et D'accord. ça répond à ma question. Je te remercie. Parfait, tant mieux. S'il n'y a plus de questions, je vais redonner la parole à Quentin. Et si d'autres questions viennent entre deux, j'y répondrai entre deux, après. Voilà. Quentin, je te laisse intervenir et répondre aux questions qui t'ont été posées. On m'a pas posé de questions. Il me semble que si. On m'a dit Moi, je qu'on voulais bien aimerait que me tu poser des reviennes. questions. Je voulais Ah, bien oui. que tu reviennes un peu sur la masse, parce que j'ai passé un petit moment à regarder récemment des trucs de Étienne Klein qui parlaient du boson de Higgs et qui m'a fait énormément triper, me passionner en disant que la masse n'était pas une propriété intrinsèque de la matière, mais corrige-moi si je dis de la merde, le résultat d'une interaction avec un champ, le champ de Higgs. Ouais. Et en même temps qui parlait du fait que la masse du coup, dans ce contexte-là, la masse de l'ensemble des particules serait nulle, enfin, ou en tout cas elle apparaît, vu que c'est pas une propriété intrinsèque. Ok. Est-ce que, voilà, enfin, si tu peux m'en dire plus, essayer de mettre ça en cohérence, parce que c'est encore beaucoup trop flou pour moi, même si j'imagine bien que à la fin j'aurais toujours pas tout compris et c'est bien normal. Alors, je vais commencer par dire un tout petit truc là-dessus. On parle énormément de théorie dans tout ça, donc c'est souvent des choses où on n'est pas sûr. C'est pour l'instant des idées, il y en a plusieurs, des théories qui se valent et souvent qui s'affrontent en quelque sorte. Et au-delà de ça, je vais couper court indirectement à cette question en disant que je ne saurais pas y répondre honnêtement, donc je préfère ne pas tenter une réponse parce que c'est pas du tout un truc où je vais pouvoir répondre. Je pense que ça dépend des modèles qu'on va prendre et bah voilà, je pense qu'Antoine sera plus qualifié pour la question. Ok, ben je te remercie de ton honnêteté intellectuelle. Je me défile un peu, mais je préfère éviter de dire une connerie. Mais c'est très bien de ta part. Je crois qu'Antoine va répondre. Bon, entre-temps, je réponds à une question qu'on a ratée. Une question de Mylène qui demandait pourquoi le symbole utilisé par le 0, je vais vous le remettre à l'écran, si je le retrouve. Ce symbole-là, il est où? Il est là. Le symbole ici, utilisé par les Babyloniens pour le 0, pourquoi il ressemble à ce qu'elle appelle des fléchettes? Alors en fait, il y a une raison simple. L'idée, c'était déjà de ne pas démultiplier les symboles. Donc on a gardé la même forme de clou, parce que c'était une forme facile à graver. Et on l'a mis de manière oblique parce qu'on ne le considérait pas comme un nombre à part entière. Donc on l'a mis avec une orientation différente pour bien signaler que c'était pas un nombre, et surtout pas un nombre, c'était rien qu'un marqueur de position. Voilà la réponse de la question de Miss concernant la forme qu'avait ce presque zéro. Est-ce qu'Antoine, tu veux intervenir Ouais, je sais pas, vous m'entendez? Ok, on t'entend, parfait. On t'écoute. Ah, ok. Ah, c'est parce que j'étais mute. Ouais, donc pour la question sur la masse et sur le champ de Higgs et tout ça, je peux dire en 2 minutes. Après, s'il faut expliquer les détails, je pourrais les donner peut-être un autre moment si ça vous intéresse, quoi. Mais ouais, l'idée, c'est que ouais, je pourrais faire une conf sur la masse, par exemple, si ça vous intéresse. Et ouais, donc l'idée du champ de Higgs, c'est que, bon, de façon très, très, très simplifiée, il y a effectivement un champ qui s'appelle le champ de Higgs qui a une certaine valeur non nulle. C'est-à-dire que la plupart des champs, en fait, quand on est dans le vide, justement, on a parlé du vide, en fait, ça rentre pas mal dans le sujet, mais la plupart des champs, quand on est dans le vide, leur valeur, c'est 0. Par exemple, dans le vide, le champ électrique il vaut 0, le champ magnétique vaut 0, le champ de l'électron vaut 0, le champ des quarks vaut 0, enfin tous ces champs valent 0. Mais il y a un champ qui ne vaut pas 0, qui est le champ de Higgs. Et à cause de ça, bah, les autres champs
enfin donc les autres particules interagissent toujours avec ce champ quand ils sont dans le vide. Et du coup, ça ajoute une certaine inertie en quelque sorte, de couplage avec ce champ. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, si on a un quark par exemple, bah, il a une masse, donc il n'a pas une masse non nulle, hein, il a une masse qui est... Plutôt, il n'a pas une masse nulle, il a une masse qui est non nulle, mais qui est relativement faible par rapport à la masse effective qu'il acquiert en interagissant avec le champ de Higgs. D'accord, donc il avait quand même une masse. Ouais, les quarks ont tous une masse qui est non nulle. Après, ça dépend ce que tu appelles la masse, hein. C'est pour ça que là, il faudra que je rentre dans les détails pour l'expliquer. Mais en gros, il y a un paramètre qu'on appelle le paramètre de masse, qui est un paramètre qu'on met dans ce qu'on appelle le Lagrangien de la théorie. Et cette masse, bon, elle est donnée, hein. Si tu vas sur Wikipédia et que tu cherches quark, machin, tu vas voir la masse des quarks. Mais elle est assez faible par rapport à la masse acquise par interaction avec le champ de Higgs. Et en fait, alors non, en fait, si je voulais vraiment préciser, il y a aussi la plus grosse partie de la masse vient de ce qu'on appelle une énergie d'interaction dans les protons, les neutrons, ces choses-là. Ok. Ben, je serais heureux d'en reparler avec toi plus tard, mais déjà, merci. Et le boson de Higgs lui-même a une masse qui elle, par contre, a un paramètre de la théorie. Et qui, elle, par contre, est très élevée. Et c'est ça qui a été découvert en 2012. Ouais, la masse du champ de Higgs, c'est 125 GeV. Ça, c'était la seule chose qui restait à connaître. Donc la théorie du modèle standard était complètement... Elle a été théorisée entièrement dans les années 60 sur des arguments purement mathématiques et ouais, purement mathématiques et, disons, et physiques. Et ensuite, pendant toutes les années 60, 70, 80, 90, toutes les prédictions ont été vérifiées. Et il n'y avait qu'une seule chose qui manquait, qui était l'existence du boson de Higgs, et en particulier sa masse qui n'était pas prédite par la théorie. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu faire tout l'accélérateur du LHC au CERN, et qui a conduit à la découverte du boson en 2012 et à la mesure de sa masse, qui était donc non fixée par la théorie et qui maintenant était le dernier paramètre qui manquait, donc qui maintenant est connu et qui vaut 125 GeV. GeV, c'est gigaélectronvolts, au cas où. Et l'unité de masse pour les particules. Bon, bah, si on a fait le tour, on va peut-être pouvoir donner la parole à Maxime. Si personne n'a d'autres questions, j'ai remis la page de remerciements et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui étaient là ce soir. Comme il a été ironiquement dit, mais venir écouter une conf qui parle de rien et en plus vous saviez pas de quoi parler cette conf, donc c'est vraiment cool. Donc je suis très satisfait de votre présence et c'est valorisant. Et c'est bien, ça montre que le projet vous plaît et c'est bien, je suis content.